de le revisionner. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez couper vos caméras pour ne pas apparaître. Sinon, vous pouvez faire un grand sourire. Et de toute façon, on voit surtout en fait c'est ce que je projette. On ne voit pas vos visages, donc ne vous inquiétez pas. Alors, le programme du webinaire, d'abord, je fais un rappel, euh, un, un rappel, introduction introductif sur les enjeux suite au diagnostic de l'inclusion numérique, puisque c'était le premier webinaire qu'on a fait il y a 2 semaines autour des enjeux d'un diagnostic, un portrait sur ton territoire enfin, des freins, des besoins des publics et des réponses apportées par les structures en termes d'inclusion numérique. Ensuite, je partagerai donc comment co-construire quelques outils et bonnes pratiques pour co-construire une feuille de route. Ce que ça veut dire aussi une feuille de route, quoi elle est composée et comment on rassemble des acteurs autour de cette feuille de route pour la co-construire, comment elle est structurée et enfin on aura un temps d'échange sur ça. Donc ça, c'est vraiment l'objectif du webinaire. Donc j'espère que, voilà, que vous êtes bien venus pour ça. Quelques informations pratiques, donc n'hésitez pas à vous présenter dans le chat, à couper vos micros en dehors des temps d'échange, à poser vos questions. J'ai l'impression qu'on va rester aux alentours d'une quinzaine de participants. Donc, en fait, si vous souhaitez me couper la parole pour intervenir, bah, vous pouvez tout à fait le faire. Et enfin, tout le support et les liens mentionnés dans le webinaire vous seront partagés. Donc, ce webinaire est proposé, comme je l'évoquais un petit peu en introduction, en particulier sur le territoire du Grand Est et en partenariat donc avec le Hubest. Donc, les hubs, ce sont les dispositifs d'inclusion numérique qui sont en charge d'animer l'écosystème. Donc, normalement, je co-anime ce webinaire avec un chargé de mission du hub qui aujourd'hui est absent. Le premier webinaire, on l'a co-animé ensemble. Le troisième, on le co-animera à nouveau avec lui. Les webinaires ne sont pas identiques, hein, c'est une série. Et du coup, ce webinaire fait partie maintenant de l'offre d'accompagnement aussi du hub. Le hub dans le Grand Est, il est porté par Emmaüs Connect, la ligne de l'enseignement Grand Est, POP et WeTakeCare, donc l'association dans laquelle je travaille. Peut-être que vous connaissez WeTakeCare par le biais de Les Bons Clics, donc la plateforme sur laquelle vous retrouvez des contenus pédagogiques, des outils en libre accès pour accompagner les publics en fragilité numérique sur leurs compétences de base. Aujourd'hui, vous êtes plus de 75 000 utilisateurs à utiliser cette plateforme pour, pour vous outiller dans vos actions de médiation numérique. On a aussi une activité de conseil. On accompagne des organisations publiques privées dans leur stratégie d'inclusion numérique. C'est un peu plus dans cette veine-là que ce webinaire s'inscrit. Moi, je suis consultant chez WeTakeCare, donc j'accompagne des structures justement en ce moment avec France Numérique Ensemble, on l'évoquera, dans la rédaction des feuilles de route et donc la construction de stratégies et de plans d'action sur leur territoire. Mais on a aussi une activité de sensibilisation avec des études de référence, des prises de parole. On a un média et on favorise des échanges et des débats sur les sujets liés à l'inclusion numérique, l'inclusion financière, la e-parentalité, l'insertion professionnelle et tout ce qui peut lier justement à raccrocher et à réduire la fracture du numérique. Donc, je me présente, je m'appelle Jean Lexicaï, donc je suis consultant chez WeTakeCare. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire et notamment cette série de 3 webinaires. Donc, le premier était le 6 juin dernier, donc il y a 2 semaines. C'était sur la réalisation d'un diagnostic de l'offre d'inclusion numérique sur son territoire. En fait, l'objectif, c'est d'initier sa stratégie d'inclusion numérique et comment le faire. D'abord, on fait un diagnostic. Ensuite, à partir des éléments du diagnostic, on co-construit la feuille de route de l'inclusion numérique, webinaire d'aujourd'hui. Et après, on met en place des outils de suivi et on mesure l'impact de sa stratégie. Donc ça fera l'objet du webinaire du 4 juillet à 11 h. Le replay du 6 juin, en fait, je vais vous partager la présentation à l'issue du webinaire et vous pourrez cliquer sur voir le replay. Donc voilà, c'est un parcours en fait de 3 webinaires. Et aujourd'hui, donc le deuxième là, qui est entouré en rose, l'objectif c'est de savoir identifier les actions pertinentes pour son territoire, de connaître la structure d'une feuille de route et d'avoir quelques ficelles pour co-construire une stratégie d'inclusion numérique sur son territoire avec les acteurs, parties prenantes de l'inclusion numérique.
Je pense que le webinaire va être assez dense, mais n'hésitez pas quand même à m'interrompre au fil de l'eau. Juste pour recontextualiser donc, le dernier webinaire, est-ce que dans le chat, vous pouvez me mettre juste deux si vous avez participé au premier webinaire sur le diagnostic de l'inclusion numérique. Donc, juste deux, voilà le webinaire qui a eu lieu le 6 juin, que je sache si vous étiez là. Donc, je vois que pour l'instant, il y en a deux qui ont participé. Oui, j'ai participé. S'inscrit effectivement dans une continuité. Euh, mais c'est pas grave, je vais vous rappeler juste quelques éléments. En fait, on avait parlé la dernière fois du diagnostic de l'offre d'inclusion numérique. Donc, je fais une photographie sur mon territoire des offres existantes, des offres, des structures en fait qui accompagnent ou proposent de l'accompagnement ou souhaitent proposer de l'accompagnement auprès des publics, différentes formes d'accompagnement, que ce soit de l'assistance, des offres de formation, de l'orientation, etc. Toutes les offres qui peuvent couvrir et amener les publics vers l'autonomie sur le numérique. Et donc, on avait vu que on peut analyser plusieurs éléments suite au diagnostic, que ce soit donc, le maillage des offres, est-ce que les offres couvrent l'ensemble du territoire, est-ce qu'elles sont disposées aux endroits sur les territoires concentrés qu'à un seul endroit, ou bien disposées par exemple dans les mairies ou dans des antennes locales. Est-ce que ça permet du coup de répondre aux besoins des différents publics? Parce que l'idée du diagnostic, c'est aussi de ne pas calquer un diagnostic des génériques en fait d'un territoire à un autre, parce que chaque territoire va avoir ses spécificités. Donc, est-ce que le maillage de l'offre répond bien aussi aux besoins des publics? Est-ce que les services proposés sont connus et compris des professionnels et du grand public? Donc, en termes de visibilité des offres, est-ce que eh bien, les publics sont au courant de l'existence? Est-ce que les professionnels orientent et s'orientent entre les publics en fonction de ce qu'ils sont en mesure de faire et d'accompagner les publics en fonction de leur offre? Est-ce qu'il y a une coordination entre acteurs? Quels sont les besoins communs à régler de manière collective pour aller plus loin? Est-ce qu'il y a des partenariats? Est-ce qu'il y a des partages d'outils, de ressources? Est-ce que les offres s'articulent entre elles pour faciliter finalement le parcours du public dans son chemin vers l'autonomie du numérique? Concernant l'attractivité des offres, alors est-ce que il y a des dispositifs pour sensibiliser et mobiliser le public à aller vers des accompagnements? Est-ce qu'il en reste à de l'assistance ou est-ce qu'il va plus loin vers des parcours de formation qui sont adaptés à ses besoins et qui lui donnent aussi envie de se former et de devenir autonome sur le numérique et puis de lever peut-être des freins qu'il a, de peur du numérique ou d'envie d'être autonome? Est-ce que les offres d'accompagnement attirent bien le public visé? Et puis enfin, l'impact des projets. Est-ce qu'il y a une mesure d'impact réalisée, consolidée à l'échelle du territoire? Est-ce que les projets peuvent être valorisés ensuite avec des indicateurs permettant donc aussi de les pérenniser? Donc ça, c'était sur la partie diagnostic. Et aujourd'hui, suite à ces éléments, je vais vous inviter à aller sur la plateforme WooClap, donc de scanner le QR code ou bien d'utiliser le lien de participation que je vais vous donner tout de suite. Donc là, je vous invite à soit scanner ce QR code, soit rejoindre le WooClap via le lien que je vous ai envoyé dans le chat. Et la question en fait que je veux vous poser suite aux différents enjeux du diagnostic que je vous ai présenté, quelles actions concrètes on peut mettre en place? Donc, je vous repartage au diaporama les enjeux. Alors, pardon, du coup, j'ai quitté le QR code, le voilà. Mais voilà, le maillage, la visibilité de l'offre, l'attractivité, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? L'impact. Donc, quelles sont les actions concrètes que la collectivité peut ensuite mettre en place pour répondre à ces enjeux suite à l'analyse en fait du diagnostic? Je vous remets. Voilà, si vous avez des problèmes pour vous connecter au BookLab, vous pouvez me le dire dans le chat. Donc, moi, je vous partage hein, les enjeux, maillage, visibilité des offres, coordination entre acteurs, attractivité et impact des projets.
En fait, la question, c'est face à ça, à ces 5 enjeux, quelles actions concrètes la collectivité peut mettre en place, selon vous? C'est pas noté, hein, évidemment. C'est pour aussi que ça soit un peu participatif. Alors, donc des ateliers individuels et collectifs, d'accord? De la coordination entre les acteurs, formation. OK, et concrètement, en fait, quand vous dites coordination des acteurs, comment vous répondez à l'enjeu coordination entre acteurs, mais comment vous allez pouvoir faire? Alors, aller dans les communes à la rencontre des habitants, donc aller vers, OK. Là, ça peut répondre à l'enjeu de maillage. Je vois qu'il y a dans le chat. Fixer des objectifs. Ça répond effectivement à l'enjeu de mesure d'impact. Effectivement, pour savoir où on va, d'abord se mettre des valeurs en fait en face, des objectifs. Soutien, formation et expérience des encadrants, mise en place d'un matériel adapté et non obsolète. Ok, donc ça peut contribuer à la qualité des offres et à l'attractivité aussi des offres. Euh, Offres bien réparties de manière intelligente sur le territoire, zone rurale incluse. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est face à au maillage des offres, se rendre compte en fait de si on répond bien aux problèmes de mobilité des publics aussi, et qu'on va vers les publics. Il y a pas mal de choses. Le, diag- le diagnostic soit partagé pour tous et pour tous les usagers. Euh, oui, partagé par tous. Ouais, donc s'accorder aussi autour d'un constat commun sur le territoire et le diagnostic, effectivement, on recense dans le diagnostic les offres existantes, donc on peut aussi le transformer en un annuaire exploitable pour, en tant que professionnel, pouvoir orienter les publics, mais en tant que public, pour pouvoir peut-être aussi se, euh, s'orienter soi-même vers une structure, donc avec un annuaire clair, lisible. Donc, c'est ce qui a été dit aussi via ce livret répertoriant les structures et ateliers accompagnant les publics. Savoir aussi, ça contribue à la visibilité des offres, effectivement. Communiquer sur les réseaux sociaux, tout à fait. Donc, ça correspond aussi à effectivement, l'attractivité des offres, parce qu'il y a des actions de sensibilisation qui sont faites. Là, il y a pas mal de choses, pas tout lire. Échanger les infos et services entre partenaires, effectivement, on va pouvoir mettre en place peut-être une veille collective sur les sujets de l'inclusion numérique ou se partager euh, des bonnes pratiques, des outils. Hum, C'est de tout lire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Informations sur différents supports visibles par tous. Sinon, ça correspond à la visibilité des offres. Il me semble que quelqu'un en avait parlé. L'atelier, voilà, le livret, le flyer, le livret, l'annuaire, voilà. Être attentif à la complémentarité des offres. Donc ça, c'est intéressant aussi, effectivement. Si on se rend compte que sur le territoire, tout le monde fait que de l'assistance, par exemple, et qu'on peut pas, enfin, qu'il n'y a pas un acteur qui fait de la formation, des ateliers collectifs, longue durée, peut-être peut-être qu'on peut aussi se spécifier et s'orienter les publics de manière effectivement complémentaire sur ce parcours de l'usager. Alors, ce parcours, là, je ne l'ai pas remis, mais on l'avait évoqué dans le diagnostic, que ce soit l'accueil du public, de diagnostiquer ses compétences de base, l'orienter vers un parcours de formation collectif, individuel, éventuellement pouvoir répondre juste en faisant de l'assistance à son besoin urgent. Donc, OK, bah, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Effectivement, ça contribue bien, toutes vos actions concrètes contribuent bien aux enjeux. Quelques exemples, on vous a mis ici quelques réponses principales à ces enjeux. Donc effectivement, pour le maillage, si on voit qu'il y a une carence, on peut soutenir des développements d'offres sur les territoires carencés. On peut porter des nouvelles offres d'itinérance, de recrutement de bénévoles, de faire un pool de bénévoles qui vont pouvoir accompagner les publics, des projets itinérants qui vont pouvoir aller vers les publics, aller dans les territoires isolés. Euh,
L'idée, c'est bien là de proposer des offres qui correspondent aux besoins et aux priorités identifiées via le diagnostic. L'idée, c'est pas de créer une coquille vide ou des actions qui ne soient pas adaptées aux besoins du territoire. La visibilité, donc faire une cartographie des offres du territoire, vous l'avez cité, la partager par tous, faire un annuaire aussi entre acteurs, vous l'avez parlé de coordination entre acteurs, on peut animer des partenariats, des rencontres entre acteurs. C'est fait via, par exemple, les réseaux d'inclusion numérique. On peut se mettre en réseau. En fait, la réponse à l'inclusion numérique, elle doit être aussi collective. On l'a vu dans vos présentations au début. Vous avez quelqu'un qui vient d'une mission locale, une autre personne qui est en bureau de poste, une autre personne qui est dans une collectivité. Donc, à chacun aussi est sur le parcours d'accompagnement du public et de se mettre en réseau, ça permet aussi bah, de, d'avoir une coordination entre acteurs sur la réponse aux enjeux. La qualité, donc là, en exemple d'action, on peut faire de la veille, du partage d'informations, d'outils de bonnes pratiques pour faire évoluer les pratiques. Un peu répéter pratique deux fois, mais vous voyez l'idée. Financement de formation professionnelle aussi, former, s'outiller avec concrètement Aidant Connect ou avoir des formations pour accompagner les publics sur telle ou telle compétence. On peut créer des groupes de professionnels, clarifier leur rôle aussi le rôle de chacun. Souvent, quand on fait un diagnostic, nous, on l'a remarqué, c'est que parfois, les gens font de l'inclusion numérique de fait, mais ne sont pas formés. Mais c'est qu'ils sont en situation d'accueil et donc vont débloquer des gens sur des usages pour débloquer un droit ou un accès à effectivement un RSA, par exemple, et que c'est pas forcément dans dans le plan, enfin dans comment dire, dans la fiche de poste de la personne. Donc, voilà. Clarifier le rôle aussi de chacune des structures, vous l'avez cité, ça peut contribuer à cette coordination entre acteurs. Et j'accélère un petit peu, mais il y a la sensibilisation, donc faire des campagnes de communication grand public. Il faut faire les choses effectivement dans l'ordre. D'abord, mailler le territoire, de la visibilité, renforcer la qualité, puis ensuite faire une campagne de communication grand public, parce que l'enjeu, c'est quand je fais une grande campagne de communication que les publics viennent, on soit aussi en mesure de répondre d'un coup aux effets, on va dire, de cette campagne de communication et au public qui viennent. Et enfin, l'impact, là, on peut mettre en place un tableau de bord, des outils de suivi, des apprenants de collecte, alors anonymes, mais de qualité des accompagnements, de nombre de personnes accompagnées, pour pouvoir suivre l'impact. Et derrière, ça fera l'objet, donc ça, la mesure d'impact du troisième webinaire, donc le 4 juillet à 11 heures. Pourquoi mettre en place une mesure d'impact sur les projets d'inclusion numérique? Donc là, j'avance un petit peu pour plutôt rentrer sur le sujet du webinaire, donc co-construction d'une feuille de route. Donc j'ai déjà un peu dépassé, mais comme vous avez été très prolifique aussi sur le Google Lab, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Ou est-ce que Non. je continue? Super. Bon, c'est clair. Je vous remercie. Alors, oui, donc, tac. Selon vous, donc là, je vais mettre une prochaine question. Selon vous, pourquoi co-construire la stratégie avec les acteurs du territoire? On a fait le diagnostic d'un territoire, donc c'est sûrement porté par une collectivité ou par un groupement d'acteurs qui vont initier le mouvement et le diagnostic. Maintenant, le diagnostic va être partagé avec les acteurs du territoire, mais pourquoi, selon vous, c'est important? Donc, quand je parle d'acteurs du territoire, en fait, on l'avait vu dans la partie diagnostic, c'est les mêmes personnes que vous allez interroger, mais ça peut être des services de l'État, des associations, des collectivités, à plusieurs échelles en fait, hein, régionales, départementales, locales, les fondations aussi, tout acteur qui peut être dans l'écosystème de l'inclusion numérique. Une fois que vous avez ce diagnostic, en quoi co-construire la stratégie avec les acteurs du territoire va être bénéfique selon vous. L'union fait la force. Alors oui, tout à fait. Je sais pas si je fais un contresens, et je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit Charleroi. Charleroi, si je ne dis pas de bêtises, c'est
C'est où Charleroi d'ailleurs? C'est en Belgique, hein, c'est ça, hein. C'est vous qui avez mis l'union fait la force, parce qu'il me semble que c'est la devise de la Belgique. En tout cas, oui, ça résume bien l'idée. Euh, pour les éventuels financements et pour une parfaite adaptation du territoire. Donc effectivement, il y a un enjeu de financement, un enjeu de réponse adaptée au territoire, afin d'offrir des offres complémentaires. Effectivement, donc, ça veut aussi s'accorder sur la complémentarité. Ils connaissent les usagers, donc ça rejoint un petit peu ce qui a été dit dans l'adaptation au territoire, la connaissance aussi locale, effectivement, s'appuyer sur les acteurs locaux qui vont pouvoir aussi proposer face à la stratégie des réponses adaptées pour diversifier les offres au public. OK, compléter, aider. Donc, il y a un enjeu à la fois de massification, de déploiement, mais en même temps d'être précis avec la connaissance, un enjeu de toucher les trous dans la raquette. Moi, je le dis tel quel, hein, c'est marqué là. Mais c'est un peu l'idée. Et d'embarquer dans le projet, voilà, il avait été dit assez rapidement. Effectivement, c'est important d'avoir effectivement, vous l'avez dit, mais d'embarquer très tôt les acteurs du territoire, ça va effectivement pouvoir garantir aussi donc l'ancrage local, vous l'avez dit, cette connaissance du territoire, de construire une vision partagée, d'embarquer dès le début les acteurs, et bien ça permet effectivement d'insuffler une dynamique. J'ai commencé par le bas, mais avec mobiliser et motiver l'ensemble des acteurs, mais c'est aussi s'assurer de construire une stratégie de qualité en identifiant au mieux les besoins des acteurs de proximité, euh, en identifiant leurs attentes, en s'assurant, vous l'avez cité, de la complémentarité des actions, et puis d'identifier aussi des solutions innovantes en favorisant un espace d'intelligence collective. Bon, après, effectivement, c'est une idée, ça peut paraître un peu éloigné, mais vous l'avez dit, dans l'idée, c'est s'assurer de construire une stratégie de qualité et puis de mobiliser et motiver l'ensemble des acteurs du territoire. Du coup, concrètement, à quelles étapes en fait, et comment co-construire la stratégie avec les acteurs du territoire? Donc là, vous avez un tableau à gauche, vous avez les étapes qu'on pourrait dire un peu chronologiques, le diagnostic, la stratégie, la mise en œuvre et le bilan. À droite, ensuite au milieu, vous avez les objectifs de l'étape et enfin les différentes méthodes pour impliquer les parties prenantes aux différents niveaux des étapes. Sachant que, par exemple, l'étape bilan, mesure d'impact, elle est un peu à tous les, vaut mieux la démarrer la pensée aussi dès la phase de diagnostic, stratégie de mise en œuvre jusqu'au bilan, pour faciliter aussi la mesure d'impact. Mais donc, si on revient concrètement à comment construire la stratégie, donc par exemple, pour l'étape du diagnostic, là, vous allez solliciter les acteurs et les impliquer, tout simplement en leur envoyant l'enquête en ligne, en faisant des entretiens bilatéraux pour comprendre aussi sur leur territoire quel type d'accompagnement ils font, quels sont leurs freins, leurs besoins, à la fois des salariés ou bénévoles de la structure pour l'accompagnement des publics, mais aussi, selon eux, les freins et les besoins des publics qu'ils accompagnent. Vous allez pouvoir faire des ateliers participatifs dans cette phase de diagnostic. L'idée, c'est de se remonter des actions et des besoins, de partager les enjeux du territoire, quelles sont leurs visions de l'inclusion numérique, selon eux. Voilà, dans la phase de stratégie, en fait, de co-construction de la feuille de route ou de la définition des objectifs, c'est là aussi où les acteurs que vous allez pouvoir mettre autour de la table vont vous aider à, comme vous l'avez dit, fixer des objectifs, estimer, selon eux, le nombre de personnes qui pourraient être accompagnées dans 6 mois, dans un an. Ça permet comme vous l'avez cité, avec la connaissance locale, d'avoir non pas quelqu'un qui dit sur un coin de table, on aura 1000 personnes accompagnées, mais d'être aussi quelque part réaliste, je sais pas, d'être ambitieux aussi, parce que le diagnostic, il permet de se donner une idée du volume de public en fracture numérique, en difficulté sur les compétences de base sur un territoire, et de se rendre compte face au nombre de personnes que j'accompagne dans ma structure, et de faire la différence et de se rendre compte du nombre de publics qu'on pourrait accompagner. Et bref, dans cette partie d'atelier entre acteurs de terrain et opérateurs autour de la table, on va pouvoir définir des objectifs et identifier des actions et puis surtout prioriser. Euh, Par exemple, une priorité d'action
je dis n'importe quoi, mais aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, ils font aussi de l'inclusion numérique. Ils ont des espaces publics numériques, mais bah, la réalité fait que il y a pas mal de choses qui ont brûlé avec l'actualité. Bon, bah, peut-être que la priorité, ça va pas être de faire une campagne de communication, mais de rééquiper les lieux d'inclusion numérique. Bon, bah, cette réalité, c'est pas la même que la réalité dans le département de l'Aube ou dans un autre département, où là, bah, c'est les acteurs autour de la table aussi qui s'accordent avec ça. Dans la mise en œuvre, là, vous allez pouvoir reconstruire avec impliquer les parties prenantes avec des groupes de travaux, en répondant à des appels à projets ensemble. Et donc ça se crée aussi via cette interconnaissance entre acteurs et par leur mobilisation dès le départ. Voilà. Là, c'est une idée des différents niveaux d'implication des partenaires. En fait, Euh, c'est une échelle, mais c'est un peu péjoratif de dire en bas de l'échelle, mais en réalité, vous avez le niveau juste information, donc vous avez des acteurs qui vont être mis au courant juste de la démarche qui est lancée sur le territoire, à travers juste par exemple l'envoi du questionnaire ou un entretien bilatéral, mais aussi parce que le niveau d'implication, ou parce que je sais pas, c'est une fondation, c'est important qu'ils soient au courant, mais en même temps, ils n'accompagnent pas des publics. Donc, juste, ils ont un niveau d'information. Ensuite, ils peuvent être consultés si c'est des acteurs experts sur un sujet. Donc, là, ça peut être de leur demander un avis sur les enjeux et les orientations choisies par la collectivité à travers les éléments du diagnostic. Ensuite, on peut être sur le niveau co-construction. Là, les parties prenantes vont être engrangées dans le processus de réflexion et de décision, avec, eh bien, en fait, ils ont peut-être aussi droit, entre guillemets, à un arbitrage final et un portage lié aussi aux moyens qui sont mis dans dans la construction de la stratégie d'inclusion numérique. Et après, il peut y avoir le niveau de coportage, où là, c'est un partage de décisions sur les orientations stratégiques et un partage du portage aussi des actions. Alors, par exemple, avec la mise en place je sais pas, mettons, d'un projet itinérant, et bien là, il y aura des moyens humains et financiers mobilisés. C'est à travers aussi le diagnostic, on va se rendre compte, par exemple, de la construction du trajet du bus informatique. C'est pas enfin, du bus itinérant, du projet. Ça ne sera pas complètement décorrélé, c'est coporté. Il y a ce coportage, mais qui se base aussi sur le travail qui est fait avec tous les acteurs. Euh, donc, concrètement, là, on vous a mis un exemple d'atelier de co-construction, avec une durée recommandée entre 2 heures et 2h30. Donc, qui peuvent être les acteurs mobilisés? Donc, ça dépend de l'objectif de la réunion, mais si, par exemple, vous voulez faire le lancement de la stratégie d'inclusion numérique sur votre territoire et que vous voulez mettre tous les acteurs euh, au courant de la photographie du portrait territorial de l'inclusion numérique, ben là, vous pouvez concrètement inviter tous les répondants de l'enquête au diagnostic, les acteurs clés des territoires, les services de la collectivité, les autres échelons de la collectivité, pour leur partager les résultats de l'enquête. Quelle modalité? Donc, vous pouvez sélectionner des thématiques prioritaires, vous pouvez co-construire des ateliers collaboratifs pour commencer à travailler sur des actions prioritaires identifiées dans le diagnostic, par exemple. Donc là, on vous a mis un guide d'exemples d'ateliers d'intelligence collective que vous pourrez consulter. D'autres objectifs possibles de l'atelier, donc vous pouvez aussi euh, comme vous avez invité les répondants à l'enquête, ou en tout cas la liste de partenaires à qui vous avez envoyé l'enquête, vous pouvez aussi profiter de cet atelier pour continuer à recenser aussi l'existant, donc partager la cartographie et faire réagir, dire, bah, voir qu'en fait dans l'assemblée, il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire que bah, moi, mon offre n'est pas représentée, et donc en profiter pour euh, compléter cette connaissance, on va dire, locale des offres d'inclusion numérique sur le territoire, faire remonter les besoins des habitants, des structures, des partenaires, et puis réfléchir collectivement aux pistes d'action et les prioriser. Et c'est un exemple de format, mais les objectifs de l'atelier, a priori, ça ne sera pas les trois
qui sont mis là, mais il faudra faire un autre atelier de 2 heures sur recenser l'existant, un atelier de 2 heures sur la remontée des besoins, un atelier de 2 heures sur les pistes d'action et les priorisations. Voilà, c'est pas forcément à tout faire en une seule fois. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Non. Ok. Donc, vu qu'on est sur la feuille de route de l'inclusion numérique et qu'elles peuvent être faites au niveau euh, d'un groupement de communes ou d'un département ou plus largement, l'idée c'est qu'il y ait une certaine articulation de cette feuille de route avec un autre échelon territorial. Donc, par exemple, en ce moment, il y a France Numérique Ensemble. Donc, il faut aussi articuler sa feuille de route locale dans le paysage de cette feuille de route un peu plus globale. Ensuite, au niveau régional, donc, vous avez les hubs pour un numérique inclusif. Donc là, par exemple, dans le Grand Est, c'est le Hub Est. Donc, c'est un acteur aussi qui peut accompagner et partager, diffuser des bonnes pratiques à l'échelle régionale et accompagner aussi les acteurs à se coordonner au niveau de ce territoire-là. Au niveau départemental, vous avez dit justement notamment la territorialisation de France Numérique Ensemble. Il peut y avoir de l'animation de réseau à ce niveau-là. Au niveau intercommunalité, la mise en place des stratégies d'inclusion numérique et puis au niveau des communes, des projets locaux, des actions concrètes aussi d'inclusion numérique. Et pour bien objectiver j'évoque sur l'articulation, notamment sur la partie feuille de route France Numérique Ensemble départementale et locale, la question se pose de, effectivement, il y a une feuille de route au niveau du département. Est-ce que, quelle cohérence avec ma feuille de route au niveau de mon EPCI? Eh bien, euh, on a une réponse de la NCT là-dessus. Et si vous voulez plus d'informations, je renverrai vers Bruno Perruchot, qui est chargé d'ingénierie territoriale au BEST et qui devait co-animer ce webinaire avec moi. Mais en fait, l'idée, c'est de pas, c'est qu'elle s'articule, comme je disais, qu'elle ne soit pas cloisonnée, sans cohérence avec la feuille de route départementale, que la feuille de route locale peut être une déclinaison un peu plus opérationnelle aussi de la stratégie départementale, que le diagnostic local peut venir affiner aussi la connaissance des acteurs locaux, des besoins des publics. Vous l'avez cité lors du MOOCLAP, les mettre autour de la table dans une communauté de communes des acteurs, des associations, c'est aussi pouvoir affiner le diagnostic départemental, peut-être les cartographies, on l'avait vu lors du premier webinaire, mais les cartographies nationales ou qui sont comment dire, oui, un peu plus nationales. Parfois, il n'y a pas tous les acteurs locaux qui se sont renseignés dedans parce qu'ils n'ont, voilà, ils n'ont pas voulu être dedans, ou bien ils n'ont pas été sollicités dedans, ou alors les cartographies ne sont pas forcément mises à jour avec aussi le mouvement, on va dire, un peu plus euh, zoom sur le territoire local. Donc, bref, le diagnostic local n'est pas en incohérence avec le diagnostic départemental, tant que ça peut aussi s'agréger et être consolidé, donc, et pas construit de façon cloisonnée. Donc, l'objectif, c'est bien de mutualiser et notamment, donc, si vous avez besoin, donc là, je suis pas très technicien du sujet, mais les prestataires du marché de la NCT sont informés aussi de la démarche France Numérique Ensemble et qu'il y a une importance de s'articuler avec les feuilles de route départementales. Mais pour plus d'informations sur ce sujet, si parmi vous, il y a des demandes en termes d'ingénierie et d'accompagnement, je vous invite à contacter Bruno via son adresse mail et c'est lui qui m'a dit il serait ravi de pouvoir vous accompagner là-dessus. Donc moi, je vais en revenir peut-être aux éléments concrets composant une feuille de route. Vous allez retrouver dans une feuille de route la méthode retenue pour l'élaboration, la synthèse du diagnostic territorial, l'ambition et le positionnement de la collectivité, des orientations stratégiques, donc par exemple 4 orientations stratégiques, 4 ou 5, et puis ensuite des fiches actions qui vont venir alimenter concrètement la mise en œuvre de ces orientations stratégiques, et puis
une planification prévisionnelle des actions. Et cette feuille de route peut aussi être accompagnée d'un plan financier pour pouvoir budgéter et mettre en face des moyens humains et financiers réalistes à la mise en œuvre de cette feuille de route. Qu'est-ce qu'une action? Parce que parfois on se mélange entre le constat du diagnostic, l'enjeu, la stratégie, les axes et puis l'action. Donc, concrètement, donc là on a mis un thème complètement ailleurs que l'inclusion numérique, mais le thème des 1000 premiers jours de vie d'un nouveau-né. Bon, bah, le constat ou le diagnostic va dire que les études montrent les bienfaits de l'allaitement sur la santé des nourrissons. L'enjeu, c'est de donner la possibilité à toutes les mamans qui le souhaitent de pouvoir allaiter le plus longtemps possible. Et l'action, ça va être plusieurs actions, aménagement d'horaire du travail, aménagement de lieux permettant l'allaitement, etc. On est bien sur le concret. Alors, petite question pour vous, et c'était une question effectivement à l'oral que je voulais vous poser. C'est est-ce que vous connaissez des moyens de prioriser les actions? Parce que là, donc, on a fait le diagnostic, on a mis les acteurs autour de la table face aux enjeux, au constat du diagnostic. Là, vous avez construit des priorités d'action, des priorités, pardon, enfin, des axes stratégiques pour la feuille de route, et vous avez un ensemble d'actions. Et maintenant, comment, entre acteurs, vous allez prioriser? Est-ce que vous connaissez des moyens de prioriser les actions? Là, si quelqu'un veut nous partager voilà, une méthode ou comment elle a fait par le passé ou elle ferait pour prioriser les actions. Mind mapping. Ok, est-ce que vous voulez nous décrire un petit peu ce que vous entendez par le mind mapping? Le mind mapping, c'est bon, c'est américain, hein, c'est très très utilisé dans tous les business plans. Ça permet de se mettre autour d'une table, hein, de chacun démarrer d'une idée et en fonction donc, des priorités de chacun et des idées de chacun, on fait une espèce de carte des idées, on fait un organigramme des idées et il ressort évidemment ce qui est la priorité de chacun. Donc, Mm, on a à la fin, on a un très bel organigramme et il ne ressort que la priorité et ce qu'il faut mettre en place en premier lieu. mm. Je ne sais pas si j'étais bien claire, mais Si, voilà. si, super, super intéressant. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un outil qui est aussi utilisé, il me semble, dans la partie on dire, foisonnement des idées. Euh, et effectivement, ça permet aussi de. Si je Mais comprends bien. d'ailleurs, ça rejoint le brainstorming, mais Ouais. c'est beaucoup plus concis parce qu'on met les choses à plat. On ne fait pas qu'en discuter et les jeter sur un tableau, on met les Mm. choses à plat. Donc, il y a une construction et l'organigramme permet vraiment de se focaliser sur ce qui est à faire en priorité. Super. Bah, merci beaucoup. Moi, je vais vous présenter un autre outil. C'est vrai que j'aurais pu mettre plusieurs, enfin faire une petite boîte à outils, mais là, on a fait un petit zoom sur comment prioriser les actions avec une matrice de priorisation sur laquelle vous allez retrouver en vertical, plus c'est haut, plus c'est impact élevé, plus c'est bas, enfin plus c'est en bas, plus l'impact est faible. À gauche, vous avez plus c'est difficile à mettre en œuvre. Et tout à droite, donc ça a sauté, mais vous avez plus c'est la facilité de mise en œuvre. Et du coup, vous allez retrouver plusieurs zones dans cette matrice. À droite, en haut à droite, vous allez retrouver les actions avec un fort impact en haut et à droite, et avec une facilité de mise en œuvre. Et donc, ça va être des actions importantes qui ne nécessitent pas beaucoup de temps ou de ressources pour les mettre en œuvre. On pourrait appeler les quick wins. Urgence versus importance, tout à fait, Axel. Ça marche également. Et par exemple, tout en bas à gauche, vous allez avoir les actions difficiles à mettre en œuvre, mais qui en plus vont avoir un impact plutôt faible. Donc des actions prenant du temps et des ressources pour finalement peu d'impact. Donc si vous avez un énorme foisonnement d'actions de la part des acteurs qui travaillent avec vous sur cet atelier de priorisation, eh bien, bah, vous allez pouvoir poser en fait des actions quick wins, des projets d'ampleur, donc des actions qui ont un fort impact mais qui nécessitent
une certaine difficulté de mise en œuvre, en tout cas de moyens, là, plutôt les projets d'ampleur, et d'autres actions qui ont plutôt un faible impact. Donc là, en jaune, en bas à droite, des actions qui prennent peu de temps et peu de ressources, mais qui ont peu d'impact et qui peuvent donc peut-être être temporisées. Et l'idée, après, ça va être dans cette feuille de route, de venir choisir parmi plutôt les quick wins et les projets d'ampleur, et en tout cas les actions à temporiser, et puis de construire peu à peu en fait un planning et en tout cas une priorisation d'actions. Mais il y a d'autres outils qui existent, comme vous a cité Madame Hannington. Vous allez retrouver donc, dans une fiche action, donc là, redétailler les étapes. On a eu les enjeux du diagnostic face aux enjeux, quelques axes stratégiques, et dans chacun des axes stratégiques, plusieurs actions, et donc priorisées. Donc vous avez déjà sélectionné les actions sur lesquelles vous pouvez travailler. Et donc l'étape d'après, c'est la rédaction de la fiche action. Et donc, l'idée, là, c'est d'avoir, donc comme c'est mis en gras ici, un passage de la stratégie vers la gestion de projet. Et donc, ça constitue un repère pour organiser la mise en action et évaluer son efficacité. Donc, dedans, vous allez pouvoir retrouver un peu plus de concret, en fait, de l'objectif de l'action, des publics qui sont visés, les publics ou en tout cas les bénéficiaires de l'action. Ça peut être, je vous donnerai des exemples, mais ça peut être soit une action à destination de public, donc concrètement de la sensibilisation sur l'importance de devenir autonome sur les compétences de base du numérique. Bon, là, ça apporter des grands publics, mais si vous êtes sur une action à destination des acteurs du réseau, vous avez cité l'interconnaissance, donc une meilleure interconnaissance ou partage de bonnes pratiques entre acteurs, ben là vous avez une action soit pour du grand public, soit une action pour professionnels de la médiation numérique. La description de l'action, à quoi l'action va servir, les étapes de mise en œuvre, comment concrètement là c'est transparent, mais ça permet de commencer à se projeter dans la mise en œuvre de l'action. Important, quels moyens je vais pouvoir mettre sur cette action, et puis qui aussi va pouvoir porter cette action. Quelques facteurs clés de succès et quelques risques associés à l'action. Ça permet aussi d'avoir des idées des risques de mise en péril ou d'aboutissement de l'action. Et puis une durée prévisionnelle et des indicateurs de suivi. Donc, pour continuer dans ma mais exemple de sensibilisation des publics, l'idée, c'est de faire des campagnes de sensibilisation lors d'un événement dans ma communauté de communes. Je décris les étapes de mise en œuvre. J'ai l'événement qui arrive tel jour, donc X mois avant, je prépare mes campagnes. Ça va me coûter tant et je veux que ça soit porté par les organisateurs de l'événement, plus les acteurs de l'inclusion numérique. Quels sont les facteurs clés de succès? Eh bien, c'est que finalement, que j'ai des publics qui viennent et qui derrière soient intéressés par mon action de sensibilisation, qu'ils aient connaissance des offres d'inclusion numérique auxquelles ils peuvent venir accéder, auxquelles ils peuvent accéder. Et puis, durée prévisionnelle et indicateur de suivi. Combien durée prévisionnelle, c'est là, il y a un événement concret, donc la prévision est marquée par ce temps-là. Et sinon, indicateur de suivi ou indicateur d'impact, combien de publics touchés par l'offre, combien de publics sont au courant que l'offre existe grâce à cette action de sensibilisation, combien de publics sont venus avoir un accompagnement grâce à cette action de sensibilisation, etc. Et donc, pour revenir dans la phase, là, je vais donner des exemples d'actions. Et donc, effectivement, de manière récurrente, on retrouve dans les feuilles de route d'inclusion numérique 3 typologies d'actions. Des actions liées à l'animation du réseau d'acteurs, donc partage de bonnes pratiques, des rencontres entre professionnels, de la formation, pas formation, mais de partage de veille, quoi d'autre, du travail collaboratif pour répondre ou construire des projets ensemble. Vous allez retrouver des actions liées à la formation
la montée en compétences des professionnels de l'action de médiation d'inclusion numérique, formation sur des thématiques précises, outillage avec Aidant Connect, outillage comment, sur la sécurité en ligne des publics, ou comment accompagner tel profil de public. Donc, voilà, monter en compétence des professionnels sur ça. Et puis, développement de l'offre, faire déployer un lieu d'action itinérante ou déployer des actions hors les murs. Voilà. Ou développer la thématique de la e-parentalité ou déployer telle offre d'inclusion numérique face aux besoins aussi qui ont été remontés par les publics. Quelques exemples de stratégies ou en tout cas d'actions mises en œuvre dans des stratégies. Whitaker, on accompagne le département de l'Aube, par exemple dans l'animation du réseau d'inclusion numérique et d'outillage des professionnels. Donc, il y avait le diagnostic territorial et la rédaction d'une stratégie d'inclusion numérique. Donc ça a été à destination des acteurs du réseau. Donc, ce diagnostic, ensuite, il a été partagé. La mise en place d'une newsletter, donc diffusion des actualités, d'appels à projets qui peuvent intéresser les associations du réseau d'acteurs, les outils qui peuvent être utilisés, centralisation de ressources pour l'accompagnement des publics sur un réseau aussi. Là, il me semble que je n'étais pas sur ce projet-là, mais donc nous, sur notre plateforme Les Bons Clics, par exemple, on a une partie réseau d'inclusion numérique où les acteurs peuvent disposer des ressources et se les partager entre acteurs. Rencontres thématiques pour les secrétaires de mairie et travailleurs médico-sociaux, et puis des événements de réseau sur une demi-journée. Donc, on vous a mis un article qui permet d'en savoir plus sur la stratégie d'inclusion numérique du département. Quelques exemples d'outils d'animation de réseau. Donc, à gauche, vous avez le billet de veille numérique. Donc, un exemple au mardi 26 septembre 2023, avec un save the date, avec un webinaire sur la parentalité, avec des nouveautés sur le dispositif conseil numérique. Vous voyez, ça date un petit peu. Hein. C'était en septembre 2023. Les choses ont pas mal bougé, mais il y avait déjà aussi France Numérique Ensemble, évidemment. Et puis, quelques trucs et astuces de Conum. C'est quand même assez récent. Et à droite, vous avez un exemple de l'espace réseau du département de l'Aube avec des thématiques abordées. Donc ça, c'est hébergé sur la plateforme Les Bons Clics. Mais là, c'était pour le Grand Est, mais donc par exemple, sur la typologie d'action formation des professionnels, ici, on vous a mis un exemple pour la métropole Nice-Côte d'Azur. Offre de formation pour faire évoluer les pratiques des professionnels en QPV, quartier prioritaire politique de la ville. Offre de 3 modules d'une demi-journée, sensibilisation aux enjeux du numérique, détection de la précarité numérique et accompagnement individuel sur des marches en ligne, et puis développement de l'autonomie numérique en collectif, à distance pour les acteurs de l'accompagnement numérique, et envoi par mail d'outils complémentaires à la formation. Là, c'est pour la montée en compétences des professionnels. Dans la Saône-et-Loire, offre de formation pour les acteurs sociaux recevant du public et les agents qui orientent et accompagnent les publics en difficulté sur le numérique. Donc, la mise en place de modules, mise à jour des compétences numériques professionnelles, accompagner les publics en difficulté, concevoir et animer un atelier, etc. Voilà, de toute façon, la présentation vous sera partagée, donc vous pourrez rentrer un peu plus dans le détail, mais comme je vois que l'heure file un peu, je déroule un peu plus. Vous me dites si ça va trop vite, si vous avez des questions. Et sur la partie développement de l'offre, création d'une offre de médiation numérique au sein du pôle socioculturel en Ille-et-Vilaine. Donc là, pareil, on vous a mis un lien vers un article sur le média Les Bons Clics, retraçant leur expérience on fait une enquête auprès des citoyens sur leurs usages, des besoins et des attentes en matière numérique. On reconstruit l'offre avec les structures du territoire. Et puis finalement, on recrute et forme donc un ancien conseiller numérique français, aujourd'hui Conum, pour animer ce lieu. Et enfin, département toujours de la Saône-et-Loire, création d'une offre de médiation numérique itinérante avec le VAN 71. VAN, donc en plus avec un joli jeu de mots, votre accompagnement au numérique. Ça, à partir de la cartographie de l'offre et d'enquête auprès des communes, eh bien, c'est vu qu'il était
pertinent de créer une offre itinérante. Et puis, là, on passe en mode projet, recrutement d'un médiateur numérique et puis expérimentation sur un itinéraire durant 5 mois. Et là, on vous a mis donc des conseils pour développer une offre itinérante que vous retrouverez donc sur l'article dont il y a le lien ici sur le média Les Bons Clics. Et là, je vous ai mis une petite boîte à outils, donc, sur laquelle vous allez retrouver euh, un parcours de formation. C'est libre d'accès, c'est sur Les Bons Clics, c'est gratuit. Du coup, sur ça, vous avez créé un projet pour les petites communes, vous avez budget prévisionnel d'équipement d'un espace numérique. Ça peut être intéressant. À droite, vous avez la fiche action liée à ça. En fait, vous allez retrouver un tableau concret avec le matériel informatique, le matériel dans la salle, combien ça coûte à peu près, combien d'unités il faut, préunitaire. Et donc, ça permet de se donner une idée d'un budget pour une salle informatique, un espace numérique. Comment proposer une offre d'inclusion numérique dans ma structure? C'est il me semble que c'est un article créer un espace numérique en libre accès. Là, c'est plutôt un parcours de formation, cadrer son projet d'espace numérique en libre accès pour les habitants. Donc, vous avez un screenshot en dessous avec l'introduction, cadrer un projet, pourquoi ce projet, pour qui. Voilà, en anglais, on appelle ça les 5 W, why, what, when, pour qui, etc. Et donc, cette méthodologie-là, vous pouvez utiliser ce lien. Je vous montre à quoi ça ressemble concrètement. On va aller sur la plateforme Les Bons Clics. Je crois que j'ai appuyé sur la croix en même temps. Peut-être pas. Voilà, cadrer son projet d'espace numérique en libre accès pour les habitants. Et donc là, vous pouvez voir les différentes étapes pour cadrer ce projet à travers ce module. Donc ça vous sera partagé aussi voilà, dans le support de ce webinaire. Et je vois que j'ai pas été si mauvais en fait sur le timing. Donc on peut profiter de ce petit moment pour échanger. Je vois que Sylvie, je vous en prie, allez-y, puisque vous avez. Oui, alors moi j'ai une question. J'ai essayé de faire une feuille de route, mais je ne sais pas comment la présenter. Un truc Mhm. sympa, pas clair. Sur Canva, il y a plein de modèles, mais j'arrive pas à m'en sortir et je ne sais pas comment découper des choses. Est-ce que vous avez des modèles de présentation d'une feuille de route? Alors, nous, on utilise effectivement soit Word, soit PowerPoint. Canva, c'est sûr que c'est vraiment une petite communication, donc ça doit être. Je comprends que vous tiriez un peu les cheveux sur le sujet. Oui, Un outil que je peux vous recommander, c'est qu'en fait, dans le cadre de France Numérique Ensemble, euh, la NCT a donné des templates de feuilles de route euh, pour aider justement les oui. acteurs locaux à déposer en fait des feuilles de route. Euh, Feuilles de route, template, je ne suis pas sûr qu'ils aient appelé ça template, mais je sais qu'ils ont donné un format Mhm. qui peut vous aider. J'essaie de trouver ça en live. Je ne sais pas si quelqu'un. Ah, Je cherche voilà. des logigrammes, des tableaux à je ne sais pas combien Ouais. d'entrées et je m'en sors pas. Regardez, là, il y a Upicop qui a proposé un modèle de feuille de route France Numérique Ensemble. Après, la feuille de route, je comprends que. Il y a beaucoup de blabla là, non? Comment? Beaucoup de blabla, enfin Ah, c'est ça. Vous êtes de un peu obligé de rédaction. passer quand même par Je du voulais texte. un truc Ouais. synthétique, vous voyez, un truc. Hmm. Déjà, là, vous avez le plan de modèle de feuille de route. Il y a Oui, quand même un petit cadre à respecter. Après, là où vous allez pouvoir faire peut-être quelque chose d'un peu plus graphique, ça va être sur les fiches actions, par exemple, avec un tableau. Euh, Là, j'ai pas de lien à proprement parler pour vous. Tac. Je oui. vous envoie en tout cas Parce qu'il ce modèle il y a de feuille de de route. tout, hein. Il y a logigramme, caractéristique, enfin, des choses avec des,
des accolades, des machins, des trucs comme ça. Et il n'y a rien qui me plaît et qui me semble assez Ouais. parlant. Euh, Et qui fait que quand on le regarde, eh ben, on voit tout de suite les axes, les pistes, mm, les moyens, la durée, enfin, avec peut-être ouais, une flèche qui représente, ben, on est aujourd'hui là, voilà, jusqu'à quand on mm, pense mm. pouvoir finaliser. Oui. Bah, écoutez, moi je pense que méthodologiquement, vous gagnerez, comme le dit Axel, à Mm, commencer par vous baser sur, par exemple, ce modèle de feuille sur de route continue, celui-ci. parce que ça permet d'organiser les idées. Et ensuite, vous pourrez tourner effectivement cette feuille de route en visuel, peut-être on appelle en infographie. Oui, Et voilà. Et là, pour les infographies, si vous tapez infographie sur Internet, vous avez souvent des modèles qui peuvent être assez sympas. Voilà. Est-ce qu'il y a enfin, j'espère que ça a répondu un petit peu à oui, votre. ben, j'essaierai de voir ce que Mm. je peux trouver qui me convienne, quoi. Mm. Alors, on avait eu une question. Bah, je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main assez tôt. Donc, c'était Sylvie. C'est- Oui, Ah, bah, c'était vous. Ok, pardon. oui. Axel, vous avez levé la main si vous voulez prendre la parole. Oui. Non, moi je suis surtout là pour observer, en tant qu'observateur, parce que bon, évidemment, n'étant pas de la région de la région est de la France, évidemment, Mm. je suis au nord, hein, on est en Belgique. Nous, on a un système un peu différent, forcément. Parce que ce qui est régional pour vous est quasiment national pour moi. Et Mm. c'est assez intéressant de savoir, enfin, de voir comment les choses mises en place et les contraintes auxquelles vous faites face, parce qu'elles sont très différentes des nôtres. Après, moi, je travaille dans une métropole, donc voilà, c'est encore un autre aspect au niveau des réseaux. Lorsqu'il s'agit de faire des réseaux, lorsqu'il s'agit de partager des ressources, etc. On fait partie, je le partage, mais simplement en guise d'exemple. Nous, on a un système, c'est le réseau EPN. Je ne sais pas si vous avez un équivalent en France, donc le réseau des espaces publics numériques. Mm. Et en fait, moi, je travaille dans un espace dédié à la culture vidéoludique, donc le jeu vidéo, qui est en parallèle avec le cinéma. Et on a aussi, en grande partie, enfin en majeure partie, un EPN, donc, où les gens qui n'ont pas accès au numérique peuvent venir et avoir des encadrants et des personnes qui les aident, dont je suis le principal responsable. Et effectivement, mettre en place un plan d'action est très compliqué parce que déjà, il faut aller vers ces personnes et en général, les personnes qui en ont le plus besoin, on parle du public cible, évidemment. Les personnes qui en ont le plus besoin sont celles qui sont le moins au courant, qui sont le moins connectées. Donc, c'est très difficile avec des algorithmes de publicité ciblée ou voilà, avec des flyers, tout ça, ça ne marche pas vraiment. Donc, la seule vraie solution que moi j'ai ici actuellement, en dehors d'un budget pour avoir du matériel, etc., et des subsides et tout ce genre de mishmash administratif dont je me déleste et je la laisse à ma coordinatrice. Euh, il n'y a rien à faire, le bouche à oreille, en fait. Lorsqu'on a des personnes qui viennent, il faut être vraiment sûr de pouvoir les encadrer, être vraiment patient, montrer l'exemple, faire être entre guillemets une sorte de repère pour eux, de phare. Et après, ben, c'est eux le bouche à oreille, parce qu'entre personnes précarisées, entre personnes victimes de fractures numériques, eh ben, ils ont tendance ils se connaissent en fait, ils se connaissent parce qu'ils sont. Mm. Voilà, et c'est plus facile de faire comme ça que de faire un MailChimp, donc une chaîne de lettres ou ce genre de choses. Vu que c'est des gens, entre guillemets, déconnectés, c'est très difficile de les atteindre en restant derrière son ordinateur au travail. C'est ça le plus complexe, quoi. Et donc, voilà. Mais je voulais vous remercier surtout parce que c'était très intéressant de voir que la problématique est, même si elle est fondamentalement la même, de voir qu'elle s'impose de manière différente en fonction des territoires. Donc, voilà. Merci à vous d'être passé. En plus, vous savez qu'on a WeTech en Belgique aussi, hein, Oui, avec un 2-3 digits qui est c'est l'équivalent de ça. l'EBO, mais en belge, néerlandais, etc. Mhm. Bah, merci. Je vois qu'il y a Maud aussi qui a réagi, puis après on clôturera. Euh, et pardon, il y a Monica qui avait posé une question. Comment clarifier la place du bénévolat dans ces actions? Des outils existent-ils? Est-ce que vous voulez préciser peut-être votre question? Oui, c'est moi. En fait, la question, c'est comment articuler le bénévolat et les professionnels salariés dans ces actions conduites communément dans
voilà, on se retrouve autour d'une table, on met en place des actions. Et c'est une question récurrente. Bon, comme il y a pas mal d'outils, là, je vois, desquels je n'avais pas connaissance dans beaucoup de domaines et qui ouvrent beaucoup de perspectives, hein, merci. Est-ce que par rapport à cette question-là, il y a déjà eu une réflexion, un webinaire, enfin, question complexe, hein, j'ai conscience d'apporter ça en fin de réunion, c'est… Oui, alors je pense pas être la bonne personne pour répondre parce que nous, c'est un peu singulier chez We Take Care parce qu'on n'a pas de bénévoles. Mais c'est vrai que je pense que des réseaux comme Emmaüs Connect, où justement ils animent beaucoup de bénévoles pour accompagner le public en fracture du numérique, seraient peut-être plus à même de répondre. Je ne sais pas si quelqu'un parmi les participants aurait des éléments de réponse à apporter. Alors moi, je suis à Emmaüs Connect, un bénévole à Emmaüs Connect, donc Ouais. effectivement, je pourrais bien sûr poser cette question dans le réseau Strasbourg, hein. Et peut-être que quelqu'un bah, on a vu qu'il y avait des connumes. Comment vous vous articulez les connumes avec les bénévoles? Est-ce que vous en croisez lors de vos accompagnements? Comment ça se passe? Comment ça se passe par rapport à quoi? Il y a une convention qui est signée, il y a des règlements intérieurs par rapport aux bénévoles, mais après, ils peuvent suivre des formations, on leur des frais, les charges, trajets, repas, etc. Mais on les inclut dans les actions, bien sûr. Bon, Ça alors je arrête. pense, pardon. Non, je Non, ne sais pas allez-y, si allez-y. c'est ça le problème. Oui, je n'ai pas très bien formulé ma question. C'est vrai que ça part d'une expérience personnelle. C'est-à-dire que là, je vais déménager et je vais aller dans une zone rurale et j'aimerais bien donc être peut-être même être à l'origine, à l'initiative d'un projet de cette sorte dans une petite commune qui serait bien sûr reliée. Donc cette question va se poser très très vite parce que je suis moi-même bénévole. D'accord. Voilà. Bon. J'ai ouvert la question. Je sais très bien que c'est peut-être pas le cadre là maintenant. Bon, Ça en fait partie. ouais, c'est intéressant, effectivement. Je suis désolé, j'ai pas, personnellement, je ne sais pas. Voilà. Merci d'avoir accueilli cette question. Bah, je vous en prie. Et bah, merci à tous et toutes. Je propose qu'on clôture le webinaire parce que on a un petit peu dépassé, mais voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Et effectivement, vous pouvez venir le 4 juillet. Donc le 4 juillet, ça sera le webinaire sur la mesure d'impact. Donc je vous remets rapidement. L'idée, c'est de mesurer l'impact, de mettre en place en fait des outils de suivi et mesurer l'impact de sa stratégie d'inclusion numérique. On verra que ce n'est pas quelque chose à penser un an après la mise en place de son projet, mais que c'est bien à le penser dès le début. En tout cas, que ça facilite ensuite la mesure d'impact et la valorisation de son projet, sa pérennisation, aller voir des financeurs, et puis juste être sûr que ça correspond bien aussi aux besoins des publics. Voilà. Merci à tous. Je vais arrêter